Partout dans le monde, des États reconnaissent des droits aux écosystèmes pour mieux les protéger face à la crise écologique. En France aussi, les ONG Wild Legal et Rivières Sauvages expérimentent dans nos territoires de nouveaux modèles juridiques pour nous permettre d'agir. Dans cette série, nous partons à la rencontre des gardiennes et gardiens des rivières sauvages. Bienvenue en Haute-Savoie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Wild Legal et Rivières Sauvages sur le Chéran à la rencontre des gardiennes et des gardiens qui protègent cet écosystème. Le Chéran est une rivière emblématique du programme Rivières Sauvages. Il prend sa source au cœur du parc naturel régional du Massif des Bauges, sur la commune de Véran-Sarvey, en Savoie, avant de se jeter 54 km plus loin dans le Fier, sur la commune de Rumilly en Haute-Savoie. Dans cette vidéo, nous ferons la connaissance avec Jean-François Lopez, directeur adjoint du parc naturel régional du Massif des Bauges. Bonjour, je suis Jean-François Lopez, je travaille au parc et je suis gardien du Chéran. Et Pascal Grillet, membre du réseau Rivières Sauvages et président de l'AAPPMA du Châtelard, association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour, Pascal Grillet, je suis gardien du Chéran. Vous le verrez, ce sont deux passionnants gardiens du Chéran. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Je suis d'abord et avant tout un pêcheur passionné par la rivière depuis une bonne cinquantaine d'années. Je m'occupe aussi de deux APPMA, donc je suis membre de deux APPMA, les deux associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, qui s'occupent de la gestion sur le bassin du Chéran, donc forcément qui ont aussi porté la démarche pour le label Rivières Sauvages, donc forcément impliqués au quotidien autour de la rivière. Alors en tant que salarié du parc, je suis directeur adjoint du parc naturel régional du Massif des Bauges. Mais avant d'occuper ce poste de directeur adjoint, j'étais chargé de mission patrimoine naturel et à m'occuper de toutes les questions de biodiversité et d'environnement au parc. Comment décririez-vous le caractère du Chéran ? Il est impétueux, imprévisible, c'est une vraie rivière sauvage. C'est presque une rivière de sauvage parce que les gens qui l'apprécient, la connaissent, savent qu'elle peut y avoir aujourd'hui, on est à 500 litres seconde. Donc voilà, quand on explique aux gens qui sont en train de se baigner aujourd'hui qu'elle peut monter à 400 mètres cubes, par contre, moi j'adore venir quand il y a les crues, filmer les crues parce que c'est juste remarquable. Donc ouais, c'est un sacré caractère le Chéran, mais c'est ce qui fait son charme aussi, c'est ce qui fait sa beauté, quoi. C'est une rivière vivante, ce serait facile de dire qu'elle est sauvage, mais c'est une rivière avant tout vivante. C'est un écosystème qui court, qui vit au cours de l'année avec ses crues, avec ses sécheresses, avec ses poissons, ses invertébrés, c'est du bruit, c'est plein de choses. Expliquez-nous, quels sont les dangers et les menaces qui pèsent sur cet écosystème ? Alors la réponse facile, ça serait de dire le changement climatique. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est une rivière qui est issue d'un petit massif, qui est vraiment extrêmement exposée justement au changement climatique, avec des températures qui sont en train de s'élever assez rapidement. Et forcément, et avec une incidence forte sur l'état de la ressource en eau, que ce soit en qualité ou en quantité surtout, avec pas mal de prélèvements qui sont sur la rivière et qui rajoutent encore à la pression liée au changement climatique. Donc c'est vraiment l'enjeu numéro un, c'est vraiment la préservation de la ressource en eau, donc surtout en quantité et donc en qualité bien évidemment. Je dirais que c'est quelque part le multi-usage qui est historique sur cette rivière. On est sur un massif qui est très fréquenté. Donc c'est plutôt la question du partage de la rivière et de l'eau en général. Et ceci accru par les effets du changement climatique qui entraînent une raréfaction de l'eau, un changement du fonctionnement de la rivière, qui font qu'aujourd'hui, ça pose beaucoup d'incertitudes sur la pérennité de cette rivière, sur la pérennité de la ressource en eau, la pérennité de ses usages. Quels sont selon vous les enjeux à relever dans les années à venir pour protéger la rivière ? Les enjeux les plus importants, c'est vraiment amalgamer tous les acteurs du territoire pour qu'ils se rendent compte en fait à la fois de la richesse de la rivière et de ses particularités et ce qu'elle apporte au territoire, et puis prendre en compte cette richesse pour essayer de mieux la protéger. Ça veut dire par rapport à toutes les pressions anthropiques qui peuvent arriver, l'aménagement du territoire qui est assez exponentiel puisque la rivière est entre deux grandes agglomérations où il y a beaucoup de pression foncière. Et donc l'enjeu numéro un, c'est d'être en capacité de juguler cette pression foncière pour garder toute son intégrité à la rivière. Et ça, c'est pas simple. C'est de se mettre autour de la table
pour en discuter déjà. Je ne suis pas sûr qu'on le comprenne complètement dans la perspective des changements climatiques et de ce que ça va engendrer derrière en termes de débit, en termes de température d'eau, en termes de quantité d'eau. Je ne suis pas sûr qu'on le sache suffisamment finement pour prendre les bonnes décisions. Et puis d'autre part, c'est que ces décisions soient prises de manière collective, partagée, de manière à ce que chacun sache pourquoi il agit sur la rivière et agisse de manière cohérente entre les différents acteurs qui interviennent sur la question de l'eau. Quelles sont les actions que vous menez pour relever ces défis très concrets ? Alors un exemple concret, dans les missions des pêcheurs, c'est des missions qu'on n'aime pas bien réaliser parce que ça veut dire qu'on est que la rivière est en souffrance. Donc aujourd'hui on a pris du temps pour aller sur la tête de bassin du Chéran, donc près des sources. Et donc dans ces trous d'eau, on a toute une kyrielle de poissons, notamment des poissons sauvages, des truites sauvages, qui sont là depuis 40 000 ans. Et donc nous on est allé en gros les sauver d'une mort certaine sur des secteurs qui étaient complètement à sec, pour les remettre dans des secteurs un peu plus viables. Ce matin, sur un tout petit linéaire, dans quelques trous d'eau, on avait 250 poissons sauvages qui étaient voués à une mort certaine, je l'ai dit, et puis qui ont été transportés du coup dans un milieu un peu plus viable, quelques centaines de mètres en amont, parce que le milieu là où ils étaient, il n'y avait plus d'eau. La finalité, c'est quand même qu'il y ait de l'eau dans le cours d'eau, donc si on arrive à garder l'eau dans le cours d'eau, on n'aura pas besoin de faire des pêches comme celle-là. C'est pas franchement encourageant. Certainement un travail de sensibilisation qu'on mène en partenariat avec le syndicat mixte du Chéran sur des actions d'éducation à l'environnement auprès des scolaires ou des actions de sensibilisation du grand public au travers des éco-volontaires qui peuvent intervenir sur le bord des rivières. Les éco-volontaires, c'est des jeunes, deux équipes de 6 jeunes qui interviennent au mois de juillet puis au mois d'août sur les sites les plus fréquentés et les plus sensibles du massif, dont le Chéran, pour venir à la rencontre du public et puis au travers de petites animations, d'observations dans des loupes binoculaires sur le Chéran ou dans des longues vues quand on est sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage, et puis de les amener de manière sensible à s'interroger sur leur propre activité de fréquentation de la rivière ou d'autres sites, sur les impacts que ça peut avoir sur l'environnement et les amener à avoir un bon comportement et un comportement surtout conscient des enjeux qu'il y a de leur territoire. Est-ce que vous vous considérez comme gardien de la rivière ? Nous les pêcheurs, alors, on est quand même un peu les sentinelles des cours d'eau. Dans un cours d'eau comme le Chéran, qui n'est pas toujours très accessible, la plupart des sentiers qui ont été créés, même pour les randonneurs, sont à la base des sentiers de pêcheurs, parce que les pêcheurs connaissent parfaitement la rivière. Ils la vivent pendant la saison de pêche entre mars et octobre, mais il y en a beaucoup qui viennent entre octobre et mars pour voir les autres choses qui se passent, notamment la reproduction, et suivre en fait l'évolution du cours d'eau. Donc oui, on est des vrais sentinelles. Mais on n'est pas les seuls, on espère, on essaie de partager en fait notre connaissance du milieu, mais on n'est pas non plus indispensable, mais on a quand même quelques prérogatives quand même sur le milieu. J'ai beaucoup de mal avec le parce que je pense que c'est une responsabilité collective, un bien commun. On parle souvent de ça, des biens communs. Je pense que la responsabilité n'est pas dévolue à une personne, mais à un collectif. Et c'est pour ça que j'attache beaucoup de l'importance à la question du partage, à la question du collectif autour de la préservation. Je pense que c'est une des garanties de pérennité de l'action de préservation. Les gens sont en train de reprendre conscience de la fragilité de ce milieu-là. Une conscience qu'ils avaient complètement perdue, de la même manière que les montagnes seront toujours là, que les forêts seront toujours là, que les prairies seront toujours là, la rivière sera toujours là. Mais c'est pas si vrai que ça. Quel levier d'action identifiez-vous en particulier pour protéger et intégrer les droits de la nature dans votre travail ? Les APPMA, c'est aussi des associations qui ont des missions d'intérêt général confiées par le législateur, donc ce n'est pas des associations qui sont là par hasard. Et donc nous, on doit jouer notre rôle en fait dans les documents d'urbanisme, l'élaboration des projets de territoire. On doit jouer notre rôle d'associatif et du coup de défenseur des écosystèmes aquatiques en particulier, mais on ne s'arrête pas à la rivière, quoi. On élargit un peu plus le contexte unique de la rivière. L'idée, c'est qu'on arrive aujourd'hui à traduire chez nous, en France, pour qu'on donne un droit aux rivières, quoi, afin de mieux les protéger. Pas les mettre sous cloche, non, les protéger, les partager, c'est les approprier, quoi. Pour nous, c'est une question qui est un peu neuve puisqu'on l'inscrit dans la charte qui est en train d'être approuvée. La charte du parc, elle vient de l'expérience qu'on a au travers des géoparcs. Le mouvement des géoparcs, c'est un mouvement mondial et on a, lors d'une expertise dans la Altaï, un territoire où il y a des chamans, ils interrogeaient régulièrement les esprits de la nature sur est-ce que la visite d'expertise peut avoir lieu. Notre directeur qui est revenu de cette expertise-là est revenu en disant ce serait bien d'intégrer cette question des esprits de la nature. Alors on ne parle pas de droit de la nature, mais quelque part on n'est pas très loin. C'est comment est-ce qu'on interroge la personne de la nature sur ce qu'elle nous autorise à faire ou pas.
Et on l'a intégré effectivement dans la charte, au début comme une boutade, mais de plus en plus comme quelque chose de très sérieux sur interroger les esprits de la nature dans les projets d'aménagement du territoire. Le Conseil national de protection de la nature, qui est une instance qui conseille le ministère de l'Environnement, quand ils ont lu la charte, ont relevé cette phrase, qui, je le disais, au départ était une boutade. Ils ont dit mais c'est une question qui est intéressante à expertiser, il y a de la matière scientifique derrière, donc les parcs dans leur rôle d'innovation, d'expérimentation, peuvent se saisir de cette question-là, c'est pas complètement inintéressant. Dans tout le travail qu'on a au parc en général, on se pose la question de comment est-ce qu'on peut représenter la nature, comment est-ce qu'on représente quelque part cette nature dans la discussion, sachant qu'elle n'a pas la parole. Donc qui peut la porter, comment est-ce qu'on peut prétendre porter le message de la nature. Et avoir des juristes qui viennent s'intéresser à cette question-là, je trouve ça super intéressant.